Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous entretenir sur l'unité dans le mariage et nous recevons sur ce plateau des invités. Nous avons un couple, Monsieur et Madame Tombiano de Family Life Mission et Madame Demtoumda. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Et tout de suite, nous allons visionner un sketch. Karim. Karim, où es-tu? Je suis dans la cuisine à côté. Pour un simple appel, tu cries à te tordre les cordes vocales. Voici, c'est tout ce que tu sais faire. Que signifient ces deux hommes? Et puis je t'ai dit, je ne veux pas que tu me parles sur ce ton. Pascal, écoute, tu recommences. Souviens-toi depuis quand je t'ai adressé la parole. Depuis combien de temps j'ignore ta chambre? Tout cela ne te suffit pas. Ah bon? Toutes ces choses, tu m'en as jamais parlé. C'est toi qui me l'apprends et maintenant. Quelle drôle de communication. Et puisque tu ne m'as donné même plus la parole. Et toi? Toutes les fois que tu m'appelles, c'est pour crier sur moi, même en présence des visiteurs. C'est donc cela, ta bonne manière de me parler. Écoute, désordre, je ne suis pas ta bonne. Tu m'entends? C'est sur moi que tu hurles ainsi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Karim? Laisse-moi en paix. Ne me parle même plus. Bonjour maman. Bonjour. J'ai faim. Va te doucher avant que vous ne mangez. Mais où est Julienne? Elle arrive. Maman, le directeur nous a remis encore une convocation pour les parents. Va la remettre à ton père. Papa, Oui. le directeur nous a remis ça pour les parents. C'est encore une convocation. Ils disent de répondre oui, car c'est urgent. Je l'ai remise à maman. Elle devait te donner. Ah bon? Je lui ai dit de prendre la... Pas de discussion. Retourne ça et vite. Elle a dit qu'elle ne me parle plus. Hé, Bintou, c'est toi? Bonjour. Comment? Ça va? Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? La mine est épaissée là. Ça ne va pas, Bintou. Pascal et moi, nous ne nous comprenons pas toujours. Et Et aussi mes problèmes de santé persistent toujours. toi, ton mari là même, il est bizarre comme ça. Il faut les serrer fort. Faut pas t'amuser. Hein. De toutes les façons. Même s'il est un cas, tu es aussi une ancienne. Tu as un salaire, il faut tenir bon. Bonjour. Esther. Bonjour. Ça va? Bon. Je venais juste t'informer que nous voyagerons les enfants et moi. Je les amène chez leur grand-mère au village pour passer les vacances. Hé, Esther, tu vas vraiment me manquer. Mais non, ce sont Avec les enfants tes qui bons vont plutôt conseils. durer. Karine, je sais que votre foyer est secret. C'est dur et pénible. Mais il faut rester sage. N'écoute pas tout ce que les gens te disent car tous ne vous aiment pas dans cette vie. Karine, une fois de plus, respecte et aime ton mari. Occupe-toi bien de tes enfants. Apprends à parler franchement avec ton mari. Bon, je vais te quitter. Mais Simplice, tu as la main très rude ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes renvoyés de l'école. Parce que plusieurs fois n'ont pas répondu aux convocations. Je me dis aussi que moi et Julien ne travaillons plus comme avant. Ils sont tous exclus de leurs écoles. Pourtant, les enfants ont précisé que c'était toujours important.
C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? C'est arrivé. Ne me dis pas, Karim, que c'est ce que je voulais. Et puis, cesse de me parler sur ce ton. Je suis et reste encore le chef dans cette maison. Voilà les résultats de ta chefferie. Si tous les chefs étaient comme toi, le monde serait un enfer. Tu dépasses maintenant les bords. Fais très attention à ce que tu dis, Karim. Laisse-moi. D'ailleurs, tu n'es pas le seul homme sur la terre. Et tu ne m'es pas indispensable. Je m'en vais, adieu. Maman. Bonjour voisin. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette querelle matinale? Demandez-lui, il m'accuse de tout. J'en ai marre, je ne peux plus supporter. Je m'en vais. Tout semble s'écrouler autour de moi. Je suis menacé de renvoi dans mon service. La maladie ne fait que ronger à petit feu ma famille. Mes enfants sont à présent exclus de leur école. Et maintenant... Oh non, voisin. Ce sont les difficultés de la vie. Pardonnez-vous. Car ceux qui savent pardonner, voici les hommes. Je vous prie, madame, pardonnez-vous. Karim, fais attention à ce que tu fais. Réfléchis encore. Réfléchis davantage. Esther, je pense avoir suffisamment réfléchi. Je ne te coupe pas la parole, madame. Seulement, il ne faut rien faire avec précipitation. Il faut toujours prendre le temps de tout mettre sur la balance de la sagesse et de la lucidité. Madame, il faut réfléchir par 7 fois avant d'agir. Que ferons-nous? Et que devons-nous si tu pars pour nous laisser? Mais votre père ne fait plus de moi ici. Je m'en vais. Maman, reste avec nous ici. Après avoir visionné ce sketch, quelle est votre réaction? Madame Thiombiano. Il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés. Et moi particulièrement, j'ai noté un véritable déficit de communication dans le couple. D'abord entre l'homme et sa femme, et ensuite entre les parents et les enfants. Il y a un véritable problème de communication qui est posé. Ce qui fait que les problèmes de la famille ne sont pas partagés. Et donc, ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, ce qui entraîne le couple dans beaucoup de difficultés. Comme elle a si bien souligné, le manque de communication a été une source de conflits. Et ces conflits ne se sont pas seulement limités au couple, mais ont eu une répercussion sur les enfants, qui apparemment ignoraient tout ce qui se passait. Je disais manque de communication parce que madame n'a découvert le problème de monsieur que lorsque les choses se sont gâtées. Elle ne savait pas que son mari avait des difficultés au niveau de son service. Et comme les autres ont dit, il y a un manque de communication parce que chacun vit des difficultés de son côté, mais ils ne se sont pas retrouvés pour communiquer. Et cela aussi a contaminé les enfants. Il n'y a pas de communication entre eux et les enfants aussi. Je vois que tout le monde a fait ressortir le manque de communication comme étant le problème de ce couple. Mais qu'est-ce que la communication en fait? Comment est-ce que vous pourriez, Madame Thiombiano, définir la communication? Bon, succinctement, je dirais que la communication, c'est une interréaction comme ça entre deux personnes ou bien entre deux groupes, entre deux institutions même, je pourrais dire. Un échange d'expression, de sentiments aussi. Je peux ajouter aussi que la communication, bon, ça rejoint un peu ce qu'ils ont dit, c'est parler ensemble sans peur et puis être honnête avec l'autre et parler librement de ce qu'on ressent et puis chercher ensemble des solutions pour régler le problème, pour que le problème soit résolu bien sûr. Et l'autre ne doit pas se cacher, on doit vraiment être ouvert l'un à l'autre dans le couple et dire honnêtement ce qu'on ressent.
Il semble qu'on peut se parler comme ça sans pour autant communiquer. Oui, on peut effectivement palabrer. Palabrer, ce n'est pas c'est pas dialoguer. Vous voyez, l'élément dialogue fait partie de la communication. Et au niveau d'un couple, on parle plutôt de dialogue. Alors que le dialogue écarte, par exemple, le ton qu'on hausse. Le dialogue doit prendre en compte pas mal d'éléments pour que la communication soit parfaite. À savoir parler, mais avec amour. Il doit être permanent durant toute la journée et dans tout ce que l'on fait, on doit pouvoir communiquer. Lorsqu'on se lève et qu'on se dit bonjour, mais vous voyez que c'est une communication et qui crée une atmosphère qui agrémente la vie du foyer. Lorsque vous avez affaire à vos enfants, mais parler à vos enfants, c'est dialoguer, c'est une communication. Mais on doit également communiquer dans la gestion des choses communes du foyer. On doit dialoguer par rapport à l'intimité conjugale. Si je prends l'exemple du sketch que nous venons de voir, on se rend compte que le couple a parlé de plusieurs sujets à la fois. La femme évoque un problème qui lui tient à cœur. Et à cet instant, l'homme ne pensait pas peut-être à ce problème, il n'était même pas au courant. Et il parle d'autre chose. Et je me dis que dans le dialogue, il faut parler d'un sujet à la fois. Lorsqu'on veut se comprendre, lorsqu'on veut une bonne réussite du dialogue, de la communication, il faut aborder un sujet à la fois. La communication aussi nous aide vraiment à nous connaître. Si on ne parle pas avec l'autre, on ne peut pas vraiment le connaître. Et on a vu le cas du monsieur, il est rentré du travail. Je ne peux pas dire que sa femme le connaît. Parce que la femme ne sait même pas ce qu'il vit. Elle le connaît par son nom, mais elle ne sait pas ce qu'il vit. Connaître quelqu'un, c'est s'intéresser à ce qu'il fait, ce qu'il vit. S'il y avait eu communication entre eux, la femme serait obligatoirement au courant de ce qu'il vit au lieu de service. Lorsqu'il y a des conflits dans le foyer, au fur et à mesure que les conflits s'installent, il faut les régler. Il ne faut pas attendre, accumuler. Autrement dit, mais la dalle va sauter un jour et ça serait le divorce, comme nous l'avons vu à travers le sketch. La communication, ce n'est pas seulement lorsque vous avez des conflits. Le dialogue, je l'ai dit, il doit être permanent. Il doit être permanent, aussi bien au niveau de la joie qu'au niveau des peines. Il y a l'infidélité. Lorsque cette gangrène sévit dans un couple, alors elle peut constituer une sorte d'obstacle. Il y a également, je dirais, le péché caché. Quelque chose qu'on tient à cacher, de peur peut-être de blesser l'autre ou de se faire indexer. Alors tout cela peut constituer des obstacles à la communication. Mais il y a aussi le manque de temps. Le manque de temps peut être un manque de communication. Et vous avez parlé du manque de temps comme étant un des obstacles à la communication. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Oui, il y a plusieurs obstacles à la communication. Ça dépend du niveau du couple, des conjoints. Si le niveau de l'homme est plus élevé que celui de la femme, ça peut être un obstacle à la communication. Et il y a aussi les traditions. Généralement, dans la tradition, on sait que la femme n'a pas le droit à la parole. Il y a aussi souvent que les conjoints doivent avoir du temps ensemble pour jouer, par exemple, des temps relax. On se rend compte que la plupart du temps, en tant que couple, on n'a pas vraiment le temps pour ces choses. Parce que quand les deux surtout quand les deux travaillent, quand ils reviennent, ils ont bien une autre chose à faire que de s'amuser. Mais est-ce que ce n'est pas un élément qui est important et qui peut contribuer aussi à améliorer la communication au sein du couple? Nous avions signalé plus haut que le manque de temps était un obstacle à la communication. Ce qui veut dire que le couple doit vraiment trouver du temps pour vraiment avoir des loisirs aussi. C'est très important. Et s'ils n'ont pas ce temps de loisirs, ça peut être un problème. Ça peut constituer un problème à la communication. Donc c'est très important que le couple, en tout cas, se trouve du temps
dans son programme, il faut qu'il ait absolument un temps planifié pour ça. Je veux dire aussi que si ça fait partie de nos priorités, voir que le foyer marche bien, on va faire des efforts parce qu'on arrive quand même à trouver du temps pour rendre visite à des amis, pour faire quelque chose qu'on aime sans sa femme. Donc, je veux dire, si ça fait partie de nos priorités, on va arriver à le faire. Quel est le plan de Dieu pour le mariage? On voit ce verset. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On quitte et ensuite on s'attache. Oui, on s'attache. On s'attache. Il y en a qui quittent, mais qui ont la peine à s'attacher. Hein, à aimer vraiment son épouse. À devenir vraiment un. Puisqu'il faut s'attacher et devenir un. Alors, nous prenons souvent l'exemple de deux feuilles de papier. Hein, vous mettez la colle, vous appuyez, vous voyez, les deux s'attachent. Et lorsque vous voulez séparer les deux feuilles, qu'est-ce qui se passe? Se déchire. Ben, ça se déchire. Et la notion de vis-à-vis, lorsque la Bible parle du mariage des conjoints, on dit que c'est la femme et l'homme, c'est des vis-à-vis. Ce n'est plus deux personnes différentes comme vous l'avez dit. Mais cette notion de vis-à-vis aussi laisse apparaître quelque chose d'autre, notamment le fait qu'il ne doit pas avoir une domination quelconque. C'est que chacun a besoin vraiment d'être accepté tel et de discuter, par exemple. C'est encore là ce qui nous montre que la communication est très importante parce que la femme n'est pas juste là pour faire la cuisine, pour laver les plats, pour faire les enfants comme beaucoup le pensent, mais c'est aussi une aide, un vis-à-vis avec qui on discute, avec qui on partage tout ce qu'on vit. Dieu aussi a dit dans sa parole qu'il avait trouvé que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vois que s'il a vu que vraiment ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul, c'est pour ça qu'il a fait la femme. Et il a dit que la femme sera une aide pour l'homme. Donc c'est dans le but d'aider aussi. Et on ne peut pas aider quelqu'un sans communiquer. Pour aider une personne, il faut une bonne communication. Et aussi, il a dit afin que les deux observent ses lois. Donc ça veut dire que les deux aussi vont regarder vers la même direction. Quelle est la place de la sexualité dans le couple? Bon, d'abord, la sexualité a pour explication ce qui suit. La sexualité, c'est ce qui est bien sûr relatif au sexe, mais c'est tout ce qui fait également la différence entre l'homme et la femme, ou bien qui les unit. Le premier volet, c'est de dire que c'est pour la volonté de Dieu. Deuxièmement, la sexualité, c'est une expression d'amour. Et le troisième point, très important également, c'est pour la procréation. Et le quatrième point, c'est pour le plaisir. Mais vous venez de dire que c'est l'expression de l'amour, alors qu'on se rend compte que dans la réalité, la sexualité est source de conflits pour beaucoup de couples. Et il semble même que quand il y a des sérieux conflits dans un couple et qu'on n'arrive pas à expliquer le problème exactement, c'est que le problème vient de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce n'est pas la sexualité qui pose problème, mais c'est la gestion de la sexualité qui en est le problème. Et effectivement, lorsque elle est mal gérée, ça devient une source de conflit. Dans les différents foyers, lorsqu'on aligne toutes les sources de conflit, on se rend compte que la sexualité vient presque en tête. Après la gestion des biens communs, c'est la sexualité qui vient en deuxième position. Aussi, par rapport à la sexualité, les réactions au niveau de l'homme et au niveau de la femme n'est pas la même. Pour que l'on saisisse la portée justement de cette réaction, je vais donner un exemple. L'homme peut être comparé, en tout cas sa réaction peut être comparée à un brin d'allumette, un feu de brin d'allumette. Et la femme a un feu de bois. Vous voyez qu'il y a l'élément feu, mais les réactions ne sont pas les mêmes.
Au niveau de l'homme, donc comparé au brin d'allumette, vous voyez, le brin d'allumette s'allume rapidement, mais s'éteint également rapidement. Alors qu'au niveau du feu de bois, il faut toute une gymnastique. Et souvent, lorsque le bois est frais, il faut même mettre du pétrole, mettre des brindilles. Donc ça met du temps. Mais une fois le bois allumé, vous voyez qu'il prend du temps avant de s'éteindre. Alors, les réactions au niveau du couple par rapport à la sexualité, comparées à cette image. L'homme qui s'allume rapidement parce qu'il a un désir sexuel. Et alors la femme peut-être ne s'attendait pas à cette avance. Elle n'est pas encore allumée. Et l'homme ne comprend pas qu'il faut du temps au niveau de la femme. Et souvent, la femme aussi ne comprend pas pourquoi l'homme est toujours à la recherche de la sexualité et le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, cette différence qu'il y a entre l'homme et la femme constitue une source de conflit. Mais comment ce conflit peut être réglé, puisqu'il faut qu'on s'accommode dans tous les cas? L'acte sexuel, le rapport sexuel, l'union sexuelle doit être comparé à une fête où il faut une préparation pour la fête. La fête, on ne se lève pas à la minute pour dire, bon, ben, je fête. Cela veut dire que, bon, cela suppose qu'on a préparé beaucoup de choses et alors cette fête peut aboutir et elle peut être agréable à vivre. C'est qu'on constate qu'en général, les hommes n'ont pas le temps pour cette préparation. C'est le soir, le moment venu au lit, qu'on commence à comprendre qu'en fait, on se demande même si l'intention était là ou bien l'intention est venue sur le champ. Et puis ça pose des problèmes parce que la femme, peut-être elle n'y avait pas, elle est fatiguée. Et puis le problème est là. Il y a aussi un autre problème qui se pose au niveau de la femme. Souvent on est occupé, on s'occupe des enfants, on fait plein de choses à la fois. Et maintenant quand le soir arrive, on est toujours fatigué. On ne fait pas la place pour la sexualité dans le mariage, alors que c'est vraiment... si on néglige la sexualité dans un foyer, nous tous on sait ce qui arrive parce que nous sommes tous mariés. Ça ne sera pas facile. Donc je vais dire, du côté de la femme aussi, si elle peut faire des efforts. Il y a souvent un mensonge qu'on insinue en disant j'ai mal au ventre, j'ai du palu. Alors donc cela fait que l'homme se demande quand est-ce qu'elle sera disponible. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est l'enfant qui est malade. Demain, c'est la fatigue. Après-demain, donc les maux de tête. Vous voyez que dans ce cas précis, on expose son partenaire à l'infidélité. Quelles sont les attentes des partenaires, des conjoints par rapport à la sexualité? Pendant le rapport sexuel, je remarque qu'à la fin, on dit que le plaisir doit être partagé. À la fin, on voit que la femme a envie de causer, elle a envie de dire beaucoup de choses parce qu'elle est contente. Mais il se trouve que l'homme se met tout de suite à dormir. C'est que les deux doivent comprendre les réactions de l'un et de l'autre et que chacun contribue à aider son partenaire à aller plus loin dans le plaisir. Si l'homme sait que la femme a encore besoin de plus de temps après le rapport sexuel, qu'il fasse aussi à son niveau des efforts pour ne pas automatiquement commencer à ronfler après le rapport sexuel, mais qu'il parle à son épouse, qu'il la tienne dans les bras pour prolonger le temps pour la femme afin qu'elle puisse aussi continuer dans le plaisir. Mais on se rend compte qu'en général, les hommes sont plus intéressés par le présent, c'est-à-dire l'acte sexuel, l'ici et maintenant. Ils ne sont pas tout à fait intéressés par les préliminaires et par ce qui suit également. Parce que la préparation, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que la préparation n'est pas bien faite. Bon, il ne va pas prendre tout le temps nécessaire pour les caresses, pour les câlins et tout ce qui s'ensuit. Il veut aller directement, en tout cas, ou quelques petites minutes, bon, juste pour que sa femme peut-être ne se plaigne pas. Et puis après, comme elle l'a dit, c'est le sommeil aussi. Ce qui fait que des fois, ça peut amener la femme à souvent se refuser parce qu'elle n'a pas vraiment, elle ne le vit pas comme un plaisir. Donc je crois que l'homme doit tout faire pour amener sa femme à trouver un plaisir
dans la relation sexuelle. Parce que quand ça devient simplement un devoir conjugal, là, ce n'est plus intéressant. Il faut aussi un cadre qui rassure vraiment la femme, qu'elle sache vraiment que personne ne les écoute, parce que là aussi, elle est très sensible. Par exemple, s'il y a des enfants à côté, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de place. Ça aussi, j'ai lu. Et le rapport se passe quand les enfants sont dans la maison. Et là aussi, ça bloque aussi le rapport. Ça fait que vraiment, on ne sera pas satisfait. La femme a toujours peur qu'on les écoute, qu'un enfant entre subitement. Donc le cadre aussi joue beaucoup. Il faut vraiment un bon cadre, qu'elle soit sûre que personne ne va les surprendre. On a tantôt parlé de la préparation. Tu viens à minuit, la bonne dame, elle dort paisiblement. Tu ne vas quand même pas la réveiller pour ça. C'est quand même maladroit. Et si tu la réveilles et qu'elle refuse, ben, moi je crois que tu auras quand même cherché. Parce qu'elle-même d'abord, elle n'est pas contente du fait que tu te sois baladé jusqu'à minuit. On ne sait pas où tu étais, avec qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Et tu ne peux pas venir comme ça et puis la réveiller pour ton objectif. Ça, c'est quand même pas, moi je trouve que ce n'est pas juste pour la femme. On a dit qu'il faut quand même une préparation. D'abord que tu viennes tôt, vous allez manger ensemble, vous allez discuter ensemble, et puis après vous allez aller à l'essentiel, mais on ne peut pas venir du tic au tac et puis vouloir... on est quand même des êtres humains et pas des animaux, hein, donc il faut qu'on essaie de se satisfaire au niveau même des sentiments et tout ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ce qui est souhaité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Et la conséquence, nous la voyons, c'est qu'il y a toujours des conflits autour de cet élément appelé sexualité dans le foyer. Il faut que les hommes apprennent à connaître donc, les femmes, que les femmes également apprennent à connaître les hommes et que le dialogue s'installe. Autrement dit, on vivra toujours ces difficultés-là. Quels sont les autres ennemis du couple? Bon, les autres ennemis du couple, notamment dans le domaine des rapports sexuels, c'est souvent la suspicion d'un conjoint. S'il suspecte que son conjoint n'est pas fidèle, ça peut être un blocage au rapport sexuel. Il y a aussi que la femme peut être frigide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de plaisir lorsqu'il y a les rapports sexuels. Et lorsqu'elle ne ressent aucun plaisir, là également c'est un blocage au rapport sexuel. Donc il y a l'excision aussi qu'on peut citer, parce que certaines conséquences de l'excision font que la femme ressent des douleurs lorsqu'il y a des rapports sexuels, si bien que ce moment est toujours une appréhension pour la femme. Donc ça peut être un blocage aussi au rapport sexuel. C'est vrai que quand on n'est pas sûr de son conjoint, ça peut réellement constituer un problème, surtout qu'il y a les maladies maintenant, notamment le sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc quand l'un des conjoints n'est jamais à la maison ou qu'il a déjà eu une relation hors mariage, je crois que l'autre est réticent parce qu'il a peur qu'on lui ramène une maladie et ça peut devenir une source de problème dans la sexualité alors que c'est simplement dû à cette infidélité-là. Il y a aussi la propreté. Vous voyez, lorsque les hommes viennent du travail, ils ne se lavent pas, ils sautent directement sur, au niveau du lit. Vous voyez toutes ces odeurs de la sueur. Bon, ben, il y a des femmes qui sont très réticentes. Et ça a juste titre. Hein. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments dans la préparation donc, de la dite fête. Et la propriété peut concerner aussi les femmes. Oui, de tous les côtés. Hein. Ouais. Ah. Merci. Il y a aussi un autre ennemi de la sexualité, c'est le fait que la femme a peur de tomber enceinte. Donc ça aussi, ça joue sur les rapports sexuels. Il nous a été souvent dit que nombreuses sont les femmes qui ne veulent pas aller auprès de leur mari parce qu'elles sont en grossesse. Donc, une fois en grossesse, traditionnellement, on pense que peut avoir des effets négatifs suite à une relation sexuelle.
mais scientifiquement, cela n'est pas prouvé. Au contraire, la femme a tout le loisir parce qu'elle ne craint plus d'être à nouveau en grossesse. Donc cette peur est ôtée. Aussi, l'enfant qui se trouve dans l'utérus est tellement bien protégé qu'il ne sera pas dérangé. Parce que si étant en grossesse, elle se refuse à son mari, elle peut l'exposer. Parce qu'il faut compter le temps de la grossesse et puis à l'accouchement aussi. Quand elle va accoucher, ça ne sera pas tout de suite après. Quelle solution on peut apporter lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, le manque de communication ou lorsqu'au niveau de la sexualité, les choses ne vont pas bien? Vous qui êtes des spécialistes dans ce domaine, quels conseils vous pouvez donner? Bon, lorsqu'il y a des conflits au sein d'un foyer, il faut à un moment donné être conscient de l'existence du problème. Il n'y a pas un foyer sans conflit. Et ce n'est pas un drame qu'il y ait des problèmes de ce genre dans un foyer. Le drame, c'est lorsque l'on ne cherche pas à résoudre les conflits dans le foyer. Donc je me répète en disant que ce n'est pas dramatique qu'il y ait un problème dans un foyer. Mais ce qui est dramatique, c'est de ne pas vouloir chercher la solution à ces conflits-là. Et lorsque un foyer donc vit dans des problèmes, l'homme et la femme devaient justement passer par le dialogue. Et se dire que la machine ne marche plus et qu'il faut trouver une solution. Et la solution ne peut se trouver qu'à travers le dialogue. D'abord entre vous. C'est lorsque ça ne va pas, vous n'arrivez pas justement à vous entendre, ne serait-ce qu'au niveau même du dialogue, qu'intervient une tierce personne. Mais ça, c'est vraiment le dernier recours. Autrement dit, il est conseillé que ce soit d'abord vous deux, vous mettez ensemble et vous essayez de chercher la solution. Il ne faut pas s'attaquer au partenaire, mais s'attaquer au problème. Et oui, s'il y a une source de conflit, il faut s'attaquer à la source et non à la personne. Et dans cette recherche donc, de solutions, il faut également tenir compte de pas mal de paramètres, à savoir quand est-ce vous allez vous rencontrer, le lieu, puisqu'il ne faut pas attendre que les enfants vous environnent avant de commencer justement à dialoguer, parce que là, vous n'arriverez pas, parce que ça serait gênant. Et aussi, dans votre dialogue, il faut tenir compte des mots qui sortent, ne pas hausser le ton. Et mon épouse disait tantôt qu'il ne faut pas évoquer plusieurs problèmes à la fois. Il faut toujours parler d'un problème. Et lorsqu'il est résolu, on attaque un second. Dans la recherche de solutions, il faut vraiment toujours éviter d'accuser le partenaire. Parce que les accusations n'aboutissent pas à une résolution. Il y a aussi qu'il ne faut pas tout de suite aimer la facilité. On a vu dans le sketch que quand c'était vraiment chaud et qu'il n'arrivait pas à trouver la solution, la femme est tout de suite rentrée pour ramasser ses bagages. Je me dis que quand on a ça dans la tête, c'est difficile de résoudre le problème. Donc c'est mieux de dire, quel que soit ce qui arrive, il faut qu'on arrive à résoudre le problème. Et là, on évite de tout de suite dire, bon, je prends mes bagages et puis c'est fini. Il y a aussi que même dans sa colère, il faut vraiment, vous l'avez déjà dit, mesurer ses mots pour ne pas envenimer la situation. Parce qu'il y a des choses, quand on sort, on ne peut plus récupérer. C'est vrai qu'on se pardonne, mais quand même c'est là. Tu traites la personne de tous les noms, après tu demandes pardon, mais ça ne va pas. Il faut vraiment mesurer ses mots quand on est en colère. Et il ne faut pas, la Bible nous le recommande, de ne pas dormir, laisser le soleil se coucher sur notre colère. Donc il faut que dès qu'il y a un problème vraiment qui nous tracasse, qu'on n'arrive pas à résoudre ou qu'on vit personnellement, il faut l'exposer. Si le conjoint a fait quelque chose, par exemple, qui nous a blessés, des fois il ne se rend même pas compte. Il faut qu'on le lui dise et qu'on lui exprime pour que lui aussi il sache notamment faire attention pour les prochaines fois, pour éviter même que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Et M. Tchombiano a également parlé
des personnes qui encaissent. Ça, c'est surtout le propre des femmes. En général, on ne s'exprime pas tout de suite. On garde une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on dit, tu m'as fait ça une première fois, je n'ai rien dit. Une deuxième fois, ça fait la 5e fois que tu reproduis la même erreur. Là, ça en est trop. Et en ce moment, on a tellement emmagasiné qu'on éclate et pas de la bonne manière. Donc, je crois que c'est vraiment mieux. On a tout à gagner à résoudre les conflits au fur et à mesure. On ne peut pas les éviter, mais qu'on puisse les résoudre quand ils se présentent à nous. Je vais aussi ajouter que avant d'aller vers l'autre, il faut vraiment demander de l'amour pour la personne, être rempli d'amour. Parce que si on part aborder l'autre avec un cœur plein d'amour, on ne fera pas du mal. On n'aura pas le courage de s'attaquer à lui. On va s'attaquer au problème et chercher une bonne solution. Et il y a aussi la parole de Dieu qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Il faut aussi éviter de craindre l'autre. Et l'autre aussi doit faire un effort à ce qu'il ne soit pas vraiment un objet de crainte pour son conjoint. Donc, essayer de bannir la crainte et puis parler honnêtement, comme on a dit au début, et librement. Maintenant, nous allons vous inviter à suivre un reportage sur un bon exemple. Je sais qu'elle m'aime à travers les questions qu'elle me pose, à travers l'intérêt qu'elle a pour ce que je fais, et par le respect de ma personne, et aussi par les efforts qu'elle fait pour me plaire, pour attirer mon attention. Et je sais qu'il aime beaucoup le foufou. Le haricot aussi. Le haricot aussi. Ok, il aime beaucoup le foufou et le haricot. Et les samedis, généralement, je lui fais un bon plat de foufou pour lui prouver vraiment mon amour. Et elle a tendance à apprêter ça, enfin pas pour moi, mais pour nous, parce que je ne mange pas seul. Pour nous détendre, nous faisons des 100 pas dans le quartier pour aller ensemble à la boutique ou acheter des arachides ou des mangues au bord de la route. Et nous jouons aussi. Nous jouons soit au Scrabble, au Ludo, à Uno. Et c'est des moments où moi je peux rire aux éclats. Ça c'est rare que je ris. Moi je ris parce que je prends toujours les choses trop au sérieux. Nous écrivons des mots, nous bavardons autour de ces mots. Et vraiment, c'est reposant pour moi. Les meilleurs moments que je passe le plus souvent avec mon mari, c'est souvent les temps de sortie. Quand nous sortons ensemble, je passe beaucoup de temps merveilleux avec lui. Elle sait quand je quitte la maison, elle sait où je vais, elle sait pourquoi je vais là-bas et elle sait à peu près l'heure à laquelle je dois rentrer. Alors en gros, je lui rends compte de tout ce que je fais, de tous mes mouvements. Je tiens à lui dire tout ça pour qu'elle ne s'inquiète pas. Oui, on partage tout ce qu'on fait et on le fait ensemble. Le meilleur temps de communication pour nous, c'est les matins. Et nous discutons de choses sérieuses et ça nous permet de prier avant de nous séparer pour la journée.
Et nous prenons aussi du temps pendant les week-ends. Le triomphe dépend beaucoup de la volonté. Et ça veut dire que nous créons aussi le temps pour pouvoir communiquer. En cas de dispute, moi je me ressaisis rapidement pour ne pas tirer long, pour ne pas avoir de longues disputes. J'arrête tout de suite de parler parce qu'il y a la colère. Et puis, ce que je fais, c'est que je prends du temps pour réfléchir et voir ma part de tort dans la situation, pour voir ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas bien compris et ce qu'elle aussi n'a pas compris. Et quand le temps passe, pendant que je réfléchis et que je prie, je trouve des choses, je lui fais part de ce que j'ai compris dans la situation. Et ça nous permet de situer les torts et puis demander pardon. Il était un peu difficile pour moi d'accepter ce qu'il fait. Parce que je ne le comprenais pas. Tantôt, il devait sortir pour les sorties d'évangélisation. Tantôt, il est au bureau. Il n'a jamais eu beaucoup de temps comme ça pour moi. Donc, cela me frustrait un peu. Et au fil du temps, j'ai essayé de le comprendre. Et maintenant, je le comprends. Et je le soutiens beaucoup dans son ministère. Je prie pour lui. Et bon, tout va bien maintenant. Nous sommes à la fin de notre émission et je remercie les invités d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Et nous avons quelques livres ici à vous recommander. Le premier livre, c'est « Comment avoir un foyer heureux ». Il est de Richard Dehaene. Ensuite, nous avons « Le mariage, une alliance » de Derek Prince. Nous avons aussi « Les secrets de l'harmonie conjugale » du docteur André Kodjo. Le mariage et la sexualité du docteur James Dobson. Vous pourrez trouver ces livres dans les librairies de la place. Une fois de plus, nous voulons remercier nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et merci à nos téléspectateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.